Salut à tous, c'est Frédéric Delevier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous parler des dernières interventions du professeur Raoult. Alors, interventions qui sont assez intéressantes et qui, bien sûr, confirment ce que je dis. Alors, le professeur Raoult peut parfois se tromper, d'ailleurs, comme tout le monde. C'est pas forcément le meilleur dans la compréhension des principes évolutifs, mais dans son dernier bouquin, il aborde le sujet des mutations entraînant des modifications du génome des virus qui les rendent plus ou moins dangereux. Et dans son livre, dans ses interventions sur les réseaux sociaux, il a expliqué que la maladie, la Covid-19, issue d'une mutation d'un coronavirus, n'était pas un virus qui avait été trafiqué, qui était sorti d'un laboratoire P4. Et en tout cas, il n'y avait pas besoin d'avoir un laboratoire P4 pour voir l'apparition d'une mutation entraînant la dangerosité d'un coronavirus qui, en général, sont des virus qui sont pas très dangereux et qui provoquent des infections en général saisonnières, puisque c'est saisonnier, puisque le système immunitaire des humains du Nord baisse en général un peu l'hiver et particulièrement au printemps à cause de la baisse de la vitamine D. C'est associé à l'humanité, ça nous a permis de survivre, mais ça pose aussi des problèmes, puisque la vitamine D est une hormone qui active, entre autres, de faciliter la calcification et la croissance du corps et du squelette particulièrement, active plus ou moins le système immunitaire. Et comme en hiver, pendant des centaines de milliers d'années où les humains étaient au nord, tu n'avais pas forcément intérêt à activer ta croissance osseuse et ton système immunitaire en hiver, vu qu'en hiver, à la base, c'était des petites populations humaines qui n'étaient pas tellement en contact les unes avec les autres, donc il n'y avait pas beaucoup de confrontation de souches microbiennes, donc pas besoin d'avoir un système immunitaire au top en plein hiver et même au début du printemps, puisque le froid agit comme un réfrigérateur en empêchant la prolifération microbienne et virale au passage, et que une croissance accélérée par la vitamine D, entre autres, aurait entraîné en période où on peut manquer de nutriments, c'est-à-dire l'hiver, il n'y avait pas de supermarché partout, donc on vivait sur ses propres réserves, aurait pu entraîner des décalcifications et des problèmes métaboliques avec l'organisme qui commencerait à se manger lui-même et s'autodétruirait. Donc c'est pour ça que les pathogènes eurasiens sont en général adaptés à ces baisses du système immunitaire des Eurasiens, c'est-à-dire des Européens et Asiatiques, des zones tempérées. Il y a des zones plutôt chaudes et humides en Asie, mais on va parler de la grande Eurasie froide, celle où se transmettent les pathogènes saisonniers adaptés justement à certains climats et à certaines modifications biologiques dues justement à l'hiver. Donc, le professeur Raoult expliquait d'une façon extrêmement intelligente qu'il n'y avait pas besoin de laboratoire P4 pour faire naître un coronavirus plus dangereux que les autres qui allait causer une plus grande mortalité en infectant les individus. Alors il faut savoir que le propre d'un virus, ce n'est pas de rendre malade et de tuer les individus dans lesquels il est, c'est d'être le plus invisible possible pour s'y reproduire et se répliquer et passer d'un individu à l'autre sans que ceux-ci en ressentent des problèmes. Malheureusement, les bons virus, des fois, mutent pour se transformer en mauvais virus qui va rendre malade
les individus qui les accueillent et parfois les tuer, et même des fois les tuer trop vite, à tel point qu'ils ne pourront même plus transmettre le virus qui les a tués, et quand virus qui infecte tout, hein, qui les a tués, ça ne marche pas que sur les virus, ça marche aussi sur tout ce qui est bactérien. Donc ce sont des mauvais virus hein, qui disparaîtraient très vite. Alors celui-là avait un temps d'incubation relativement long, il se transmettait d'une façon importante et il tuait de nombreuses personnes, sachant quand même que c'était une épidémie sur une épidémie, puisque ces virus ont quand même eu cette particularité d'éliminer des gens qui étaient déjà malades. Alors c'est terrible à dire, mais ça participe à la stabilité des écosystèmes. C'est horrible, mais c'est ainsi, c'est la vie, en éliminant les individus malades et fragiles, permettant de revigorer hein, les espèces en éliminant les individus fragiles qui consomment pour rien, qui ne transmettent pas forcément de gènes, puisqu'on est programmé pour transmettre des gènes. C'est horrible, mais c'est comme ça, et même notre intelligence supérieure qui ne veut pas mourir et qui est dans ce corps, est à la base programmée pour faciliter la survie de l'organisme corps, hein, qui lui a pour fonction de transmettre, est une extension hein, biologique pour transmettre des petits bouts moléculaires qu'on appelle des génomes, qui sont des codifications permettant de recréer des individus dont le but est justement de transmettre uniquement les gènes. Mais nous avons cette conscience d'être utilisée hein, pour transmettre ces gènes, et cette conscience ne veut pas mourir et veut briser le cycle infernal. Alors pourquoi on n'a pas besoin de laboratoire P4? Et ça c'est super intéressant ce qu'il a expliqué. C'est tout simplement parce que il y a des zoonoses, et dans les régions où le virus a débuté, hein, c'est-à-dire la Chine, hein, il n'y avait pas besoin de laboratoire P4 parce que les colonies de petits insectivores volants, de chiroptères, qui sont les chauves-souris, qui vivent par millions les unes contre les autres, sont de magnifiques incubateurs à virus. Hein, et dans ces millions de petites chauves-souris qui ne meurent pas forcément du coronavirus, hein, qui sont juste là pour les accueillir et permettre à ce virus de se multiplier, et ça permettait d'avoir statistiquement la possibilité de voir apparaître un virus corona beaucoup plus dangereux et virulent que la moyenne, qui ensuite peut passer des chauves-souris aux hommes, donc une mutation qui dans le virus qui fait qu'il va pouvoir se transmettre exceptionnellement à l'homme, et ça par le truchement de la probabilité des millions et des millions de petits chiroptères qui vivent accrochés, hein, avec les mers d'en bas, qui mangent des insectes, qui sont près des villes, et qui, à ce moment-là, vont parfois contaminer des individus en passant un virus qui, normalement, ne passe pas forcément des chauves-souris aux hommes, hein, ils appellent ça une zoonose, et va passer de la chauve-souris et un homme, et donc augmenter les risques d'avoir une transmission d'un coronavirus mutant, hein, qui passe de la chauve-souris à l'homme. Alors c'est très intéressant, hein, puisque ça montre qu'au niveau probabilité, tu as plus de chances, sans avoir le travail de laborantin, hein, dans ces laboratoires P4 où les types sont comme des bibendums, hein, en train de bosser sur des souches, hein, en essayant d'expérimenter le virus ou la bactérie la plus dangereuse. Hein, tu n'as pas besoin de ça pour faire naître un coronavirus dangereux. Tu as juste un paquet de chauves-souris qui vivent les unes contre les autres et qui vont pouvoir transmettre à ce moment-là, voire qui vont pouvoir générer un virus, hein, et le transmettre aux humains. Voilà, hein, par zoonose, parce qu'elles sont à côté, elles vivent tout à côté des hommes, elles les fréquentent. Voilà, elles font caca un peu partout, des fois elles touchent les hommes, il y en a même qui les mangent, hein, des fois, mais celles-là c'est les petites. Hein. Donc voilà ce qu'il expliquait, ce qui est très intéressant. Mais il y avait un truc qu'il n'avait pas vu, et qui marche comme le système des chauves-souris, des milliers de chauves-souris les unes contre les autres, c'est que les Chinois, en eux-mêmes, constituent des colonies aussi, hein, d'êtres biologiques qui vivent par millions et dizaines de millions, hein, les uns contre les autres, dans leurs grandes villes et leurs grandes mégapoles, hein, en ayant peut-être été zoonés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été contaminés par des chauves-souris, mais le fait que les Chinois vivent les uns contre les autres depuis des milliers d'années, hein, et qu'ils ont un espace personnel moins important que les Européens, facilite le passage de ces virus
d'un individu à l'autre, donc d'un Chinois à l'autre. Trump appelait ça le virus chinois, il n'avait pas tort, il le faisait instinctivement, mais c'est tous les virus quasiment, naissent, pas tous, mais on va dire les virus mutants dangereux qui créent des épidémies, naissent en Chine, pas que les Chinois soient plus sales que les autres, mais les Chinois vivent les uns contre les autres depuis des milliers d'années, et donc sont des réservoirs d'incubation de virus beaucoup plus importants, avec transmission, vu que l'espace personnel est moins important chez les Chinois, plus important, d'un Chinois à l'autre. Alors pourquoi la Chine et pas l'Europe? Tout simplement parce que la Chine, qui a un climat un peu similaire à l'Europe, différent bien sûr, mais un peu similaire à l'Europe, on va dire en tout cas la Chine, la Chine tempérée, avec ses hivers et ses saisons un peu plus chaudes. Bon, elle a des moussons, mais en plus c'est un continuum terrestre qui va de l'Asie du Sud au nord à la Sibérie, de climats tropicaux à des climats du Grand Nord glacés, mais on a toute cette continuité terrestre qui fait qu'il n'y a pas, comme en Europe, par exemple, la barrière de la Méditerranée. Donc il y a des passages de virus de tout genre qui passent chez les Chinois par les voyages, par les animaux, et qui fait que le Chinois est souvent infecté, comme ils vivent les uns à côté des autres, ils vont générer des fois des mutations dangereuses qui vont commencer les épidémies dans cette Eurasie de l'Est, et qui va par les voyages se propager à l'ouest. Alors pourquoi les Chinois sont si nombreux? C'est tout simplement parce qu'ils ont une meilleure gestion et surtout ils ont la possibilité de vivre avec le riz qui fait 3 récoltes, entre 2 et 3 récoltes par an, donc qui met une sacrée quantité de nourriture, mais à côté il y a les fleuves, il y a les rizières, donc à nos amis les Chinois, qui peuvent à ce moment-là commencer avant les Européens une explosion démographique et vivent les uns à côté des autres, bien alimentés par un apport massif de riz. En plus, ils ont au nord le blé, donc le blé vient du nord, est transmis par les transports, par les fleuves, et au sud, plus humide, avec les moussons, nous avons le riz. De plus, les Chinois sont très communautaires, parce que cette obligation de cultiver le riz les pousse à une entraide communautaire qui est inscrit génétiquement maintenant en eux, puisque chacun ayant sa parcelle de rizière familiale à entretenir, il doit, pour pouvoir la faire fructifier, avant tout, entretenir les canaux et les créer qui apportent l'eau dans les rizières, donc faisant passer la communauté avant l'individu, puisqu'il n'existe que par la communauté qui fait les canaux et qui apporte l'eau et qui les entretient avant de faire travailler la famille dans sa rizière familiale. Donc, un communautarisme de base généré par un riz qui fournit une calorie en abondance et qui permet aux Chinois de vivre beaucoup plus nombreux et les uns contre les autres sans problème, avec pas beaucoup de combats et de conflits en vérité. Alors il y en a bien sûr, ils sont très grands quand il y en a, mais pas tant qu'en Europe, parce que ils sont très communautaires et ils sont habitués à vivre les uns contre les autres par justement cette culture du riz qui communautarise les gens et les rend beaucoup plus cool et moins combatifs pour défendre leurs terres, puisque en Europe nous avons la civilisation plutôt du blé, civilisation du blé où chaque individu entretient sa parcelle, chaque famille, parcelle de blé qui ne dépend pas du travail collectif, mais du travail de l'individu qui aura bien su gérer sa parcelle et qui rachètera les parcelles de ses voisins en les faisant couler. Chaque pays, chaque oligarchie vivant en vérité sur le blé qui nourrit tout le monde. Vous voyez bien que, par exemple, en Europe, les moulins appartenaient aux suzerains, façon de mettre la main sur le peuple des producteurs en les obligeant de passer par la transformation du blé en farine appartenant aux suzerains, appartenant à cette oligarchie à la base de chevaliers guerriers qui ont mis à l'amende ces abrutis de producteurs, les uns et les autres se valant bien dans leurs conneries. Donc c'est très intéressant de comprendre cela. Donc évidemment moins de communautarisme, plus d'individualisme créateur d'invention, bien sûr, puisqu'on combat pour soi-même et sa famille et ses proches, mais on se sent moins appartenir à un groupe, et on va combattre pour essayer de produire plus que les autres, ce qui ne va pas se passer
en Asie, où c'est un organisme comme le blob, hein, la vie, où le chinois fait partie d'un organisme avant d'être individualiste. En Europe, on est individualiste, mais dans un organisme géré par des parasites gestionnaires qu'on appelle les oligarchies aristocratiques et ensuite bourgeoises, industrielles et tout ce que vous voulez, et tout le tralala. Ce sont des organismes, hein. Bon, les uns valent bien les autres, mais chacun a leurs avantages et leurs défauts. Donc en plus en Europe, l'espace personnel est beaucoup plus, beaucoup plus grand, hein. Donc là, le passage d'un virus dans un organisme va être plus difficile, surtout que les coronavirus, comme tous les pathogènes pulmonaires, hein, qui font partie des pathogènes pulmonaires, hein, pour se transmettre d'un individu à l'autre, ils irritent à un certain moment les bronches pour pouvoir tousser et transmettre par pulvérisation de petites gouttelettes remplies de virus, hein, ce virus qui va se transmettre d'un individu à l'autre. À la base, c'est pas pour tuer, c'est pour juste transmettre le virus, la vie cherchant à vivre. Bien sûr, si le virus est très dangereux, ben, ça va créer plein de morts, mais à la base, c'est des mauvaises mutations, hein, c'est un raté. Hein. Donc c'est pour ça que les virus viennent de Chine, parce qu'il y a cette quantité industrielle, hein, cette quantité énorme de Chinois vivant les uns contre les autres, qui côtoient des chauves-souris, hein. Alors pas qu'elles, hein, mais des chauves-souris, les zoonoses, ça peut pas être que les chauves-souris, mais qui vivent les uns contre les autres, donc ça crée des incubateurs géants asiatiques de virus qui vont ensuite par les voyages et le commerce passer de l'Est à l'Ouest, hein. La grippe espagnole, hein, elle est passée alors de l'Est à l'Ouest, mais elle est aussi passée de la Chine à l'Ouest en Amérique avant d'arriver en Europe, hein. Ça part tout le temps de Chine pour une question de probabilité et de quantité d'individus pouvant générer en eux par mutation un virus dangereux. Donc la Chine, hein, devant tout le monde, parce que ça se transmet plus facilement à cause de l'espace personnel entre les individus plus étroits, hein. Leur communautarisme où ils dorment les uns à côté des autres sans problème et sans s'énerver, et les millions d'individus qui fréquentent aussi, qui sont à côté d'animaux, hein, les marchés étant à côté de grandes zones dortoirs où tout ça se passe. C'est pas qu'ils sont sales, c'est qu'ils sont très nombreux, hein, et ça se passe. Et en général, ils sont aussi beaucoup plus résistants au virus que les Européens de l'Ouest, hein, pour la bonne raison qu'ils y sont fréquemment confrontés. Donc, ils vont générer des résistances génétiques à ces virus et pathogènes venus de l'Est. Donc, c'est pour ça qu'il avait absolument raison, notre ami Raoult, le professeur Raoult, mais qu'il ne fallait pas laisser ça uniquement aux chauves-souris, mais aussi à la façon dont s'est structurée la Chine. Alors la façon dont s'est structurée la Chine est encore plus communautaire qu'on le pense, puisque les Chinois ont opté pour le langage logographique, donc les pictogrammes, hein, qui ont uni cette Chine multilangage derrière toute une administration de sages, les mandarins, hein, très communautaires, hein, qui permet de se jouer des langues et d'unir un pays derrière une même écriture logographique, mais très dure à apprendre, hein, mais qui unit le pays. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est assez complexe comment ça s'est passé, hein. Ça va avec la mentalité chinoise communautaire, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais ça a permis en plus d'unir cette grande Chine et d'optimiser aussi sa démographie par cette très bonne gestion, hein, qui se joue des langues et qui unit derrière une écriture de pictogrammes logographiques et pas, à la différence des Européens qui, eux, peuvent se réfugier, on va dire, derrière leur langage sonographique pour faire valoir leurs intérêts économiques, caloriques et leur génétique, puisqu'en général, un langage contient en lui, les locuteurs d'un langage ont en général souvent une génétique assez commune, puisque le langage sonore, hein, va se développer dans une zone bien particulière, et pour être intégré dans une communauté comme avec un langage différent, il faut déjà apprendre le langage, ce qui met une barrière, hein, sonographique, hein, qui va pas faciliter forcément le passage de nouveaux gènes dans les groupes, hein. C'est pour ça que les locuteurs, par exemple celtes, hein, sont souvent à l'est, hein, et on retrouve dans les locuteurs celtes les gens qui ont la couleur rousse, hein, et donc en vérité c'est une barrière linguistique qui va générer des conservations génétiques et des fois des adaptations à des particularités, des résistances à des nourritures et puis des adaptations à des climats. C'est très intéressant de comprendre comme tout ça est lié. Donc tout ça vient de Chine. Alors une petite erreur qu'avait fait le professeur Raoult, qui est
quand même très intéressant, c'est d'avoir pensé que c'était une zoonose. On avait des clusters, c'est-à-dire des zones où il y avait beaucoup de virus, par exemple à Laval, à cause d'élevage de visons. Vous savez, les visons, on en fait des manteaux, c'est ces petits mustélidés. Alors, c'est pas du tout à cause de ces visons qu'il y a eu un cluster là-bas. Peut-être qu'il y a eu une zoonose et que les visons, on sait que c'est des réceptacles à coronavirus, qu'ils acceptent bien ce virus, qui se développe bien en eux sans être forcément très malades, et que les hommes qui les côtoient vont à ce moment-là pouvoir être contaminés par ces coronavirus qui sont entre eux, et donc c'est une mutation, encore une mutation du Covid-19, qui aurait entraîné un cluster à Laval. Mais c'est pas juste, c'est effectivement, c'est peut-être un réservoir, mais il y a eu des cas similaires en Allemagne, et Laval, on le sait maintenant, c'était un cluster qui était dû aux abattoirs de Laval, où était traitée la viande pendant la période du coronavirus. Et il y a eu des clusters dans des villes à abattoirs, et ça vient en vérité du milieu des abattoirs propice à la prolifération des coronavirus. Donc ils ne l'avaient pas forcément vu, parce que c'est aussi de la sociologie, de l'économie. Il faut savoir que les abattoirs sont des endroits où on tue les animaux que nous, les humains, nous mangeons, à part quelques véganes. Et ces abattoirs sont maintenus à un taux d'hygrométrie très élevé et à une température de 6 degrés, un peu comme dans un frigo, pour ne pas avoir le pourrissement des viandes et le développement de pathogènes bactériens qui vont faire pourrir les viandes et intoxiquer les gens qui vont les manger. Donc on maintient une hygrométrie élevée pour empêcher la viande de s'assécher et la vendre plus cher au kilo. Et en même temps, on maintient une température basse de 6 degrés, ce qui en vérité est le milieu idéal pour la propagation, pour le maintien en vie des coronavirus en suspension dans l'air. Oui, parce que ça ne va pas s'assécher, ils vont pouvoir se maintenir dans des particules d'humidité, et à 6 degrés, ils ne vont pas être détruits. En plus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ultraviolet, donc ils ne vont pas être bousillés par les rayons qui vont percuter les chaînes moléculaires constituant ces petits virus en suspension dans les gouttes d'eau. Donc ils vont se maintenir relativement longtemps en vie dans ces gouttes d'eau. Mais ils n'arrivent pas là comme ça, ils arrivent là parce qu'ils sont dans des travailleurs. Alors, des travailleurs, c'est souvent des travailleurs détachés roumains qui sont payés au salaire minimum le plus bas, que ce soit à Laval ou dans les grandes villes allemandes. Ils vont travailler là-bas. Ce sont des garçons ou des femmes en pleine santé, donc ils ne sont pas tellement touchés par le virus, mais dans cette atmosphère, il suffit qu'il y en ait un qui est malade et le virus est partout et va se répandre dans tous les individus qui vont le respirer plusieurs fois et qui vont être plus ou moins malades, en général pas trop, puisque ça ne touche pas tout le monde d'une façon égale. Ce ne sont pas forcément des obèses, ils sont bien nourris, ils n'ont pas beaucoup d'obésité en Roumanie, et ce sont des gens qui sont relativement sains, vivant à la campagne, qui viennent travailler là et qui sont contaminés, une multicontamination dans cette atmosphère extrêmement contagieuse, propre à la prolifération des coronavirus, que sont l'humidité et la température de 6 degrés, qui est la température de maintien, et aussi de réplication de ces virus, puisqu'ils sont adaptés à la fin de l'hiver, donc pas en plein hiver, mais à la fin de l'hiver, donc c'est des températures assez proches de la température optimale pour qu'ils soient à ce moment-là les plus efficaces pour leur réplication. Donc ces virus vont se retrouver dans des travailleurs roumains détachés, qui vont ensuite à la maison dans des petits studios à Laval ou en Allemagne, et comme ils font les 3-8, ils sont à 10 dans un studio, dans un petit appart, il y en a qui dorment, d'autres qui travaillent. Quand ceux qui reviennent du travail dorment, les autres repartent au travail, et il y a une multicontamination, et ensuite ils vont faire leurs courses à Laval ou ailleurs, et à ce moment-là il y a contamination générale de la ville, et ça fait un cluster autour, en vérité, des abattoirs qui sont des zones de réservoirs à coronavirus dangereux, à l'époque bien sûr du coronavirus 2019, du Covid 2019, c'est ça. Donc ça fait des clusters. C'est pas à cause des visons particulièrement, c'est principalement à cause des abattoirs
et du mode de vie des travailleurs détachés roumains qui se contaminent dans les abattoirs, maintiennent les virus en suspension vie dans les abattoirs et ensuite vont se contaminer 2 fois plus dans leurs petits appartements où ils vivent les uns contre les autres. C'est un peu la misère de l'Europe et de l'exploitation des travailleurs détachés. Mais c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'on a eu des clusters. Donc ils ne l'avaient pas vu. Moi, je l'avais expliqué brillamment, puisque j'avais fait une vidéo dessus, vidéo qui a été en 4 heures enlevée, avec un avertissement pour racisme et incitation à la haine raciale. En vérité, ce sont tout simplement des appels en masse de bots ou de robots à la base, à la solde de l'agroalimentaire européen, principalement allemand, qui veut éviter les scandales. D'un autre côté, c'est pas une viande avec des coronavirus dessus qui va vous contaminer, vous la faites cuire, et en général, quand le coronavirus reste dans la barquette de viande, il va pas vivre très longtemps dans sa barquette de viande, c'est plutôt en suspension. Donc c'est pas parce qu'il y a du coronavirus en suspension dans tous les abattoirs que vous allez vous infecter en mangeant de la viande pleine de coronavirus, puisque les coronavirus seront désactivés et les chaînes moléculaires, les constituants vont progressivement se dégrader. Ils ne coderont plus rien d'intéressant. Voilà. Donc petite vidéo pour vous expliquer que le professeur Raoult et moi avions raison sur ce fait, c'est juste une question de probabilité et de nombre d'individus les uns contre les autres, que ce soit des chauves-souris ou des hommes, qui favorisent la naissance d'un virus dangereux par mutation aléatoire. Mais comme il y a des centaines de millions de Chinois les uns contre les autres, et comme il y a des millions de chauves-souris les unes contre les autres, les unes passent aux Chinois qui vont ensuite passer aux autres. Donc c'est très intéressant de comprendre comment tout ça marche et comment tout ça se transmet. C'était une petite vidéo du soir Espoir pour vous parler du professeur Raoult, de son intelligence assez proche de la mienne. On voit large, on ratisse large. Il complète avec les chauves-souris, je complète avec l'histoire des Chinois et de leur communautarisme et de leur espace personnel très proche, et des milliards, presque des milliards de Chinois qui vivent les uns contre les autres et qui sont un réceptacle à virus et avec une probabilité élevée d'avoir une mutation pouvant générer une maladie dangereuse, se transmettant ensuite par les voyages et le commerce, chez nous les Européens, un peu plus sensibles à ces virus. Voilà, les virus chinois existent, ça ne vient pas parce que les Chinois sont sales, ça vient tout simplement pour une histoire de probabilité, de statistiques. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.